Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Florence, artisan savonnière. Je suis savonnière professionnelle maintenant depuis 2018. J'ai ouvert Flo la savonnerie, donc vous pouvez voir un petit échantillon derrière moi. On a choisi de se mettre dans un fond de savon, tant qu'à faire. Créatrice également de la Flo Academy, donc, dont homonyme de la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement. Flo Academy, c'est le premier organisme de formation sur le savon en France métropolitaine. Et donc, depuis 2020, formation fabriquer son savon, plus de 650 stagiaires. Et puis l'année d'après, on a créé la formation créer sa savonnerie artisanale, donc formation pro. En 2021, donc pareil, plus de 300 stagiaires pro à l'heure actuelle. Donc déjà, s'il y en a parmi vous qui ont suivi nos formations, merci beaucoup, c'est un grand plaisir de vous accompagner. Et puis voilà, l'objet de ce live, c'est évidemment, vous l'avez vu, questions-réponses sur le savon. Alors je vais juste apporter 2-3 petites précisions parce que j'ai reçu pas mal de questions et du coup pour clarifier les choses. Dans ce live, on va vraiment parler que de savonification à froid, qui est ma spécialité. Donc savon à froid avec de la soude caustique. On va pas parler de saponification à chaud, donc avec la cuisson de la pâte, etc., ni de savon mou ou de savon liquide qui sont faits avec de la potasse. Donc ça, c'est les deux choses qu'on va pas aborder. Et étant donné que j'ai reçu énormément de questions, 95% des questions sont vraiment liées à la fabrication de savon amateur, on va consacrer ce live à la fabrication de savon, majoritairement amateur, puisque c'est quand même la grande majorité des questions que j'ai eues. Je pense qu'on refera peut-être, si ça intéresse quelqu'un, un live plutôt sur la savonnerie professionnelle. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de faire un live spécial pour les pros, les futurs pros en tout cas. On pourra faire ça. Ilona, du coup, prendra aussi, si vous avez des questions liées à la savonnerie professionnelle, du coup, elle prendra aussi vos questions pour éventuellement un prochain live. Et puis voilà. Donc ça, c'était pour remettre un petit peu le cadre. J'ai l'impression que la partie pro intéresse. Mais c'est pas les questions que j'ai eues, hein, vraiment pour le moment. Il y a Blandine qui nous envoie un WhatsApp pour nous dire coucou, bon live. Parce que je vois les notifications de WhatsApp aussi. Blandine qui est venue en stage en immersion ici à la savonnerie avec moi, Ilona, au mois d'octobre. Donc voilà. Merci pour tous vos cœurs. Tu me dis si tu vois déjà une première question. Après, sinon, moi, j'enchaîne avec celle que j'ai. Alors, on avait des questions au début, quand tu as dit qu'il y avait une photo des questions. Alors, j'aurais une question. Comment utiliser le lactate de sodium? Est-ce que ça apporte du savon au savon? Alors, on voit pas très bien de loin là. Attends. Idem pour le savon au chaudron. Alors, bon, le savon au chaudron, comme je vous ai dit, c'est pas le sujet de ce live. Je vous vois de Belgique. Eh ben, écoute, c'est Malika. On va commencer par ta question, puis après, je vais enchaîner un petit peu avec celle que j'ai reçue, puisque j'avais promis aux gens que je commencerai avec celle-là. Donc, le lactate de sodium, c'était quoi déjà la question? Comment l'utiliser? Tu le rajoutes, en fait, tu le dilues dans la soude caustique, dans ta solution de soude. En général, on ne va pas au-delà de 5% et 2%, c'est largement suffisant. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des savons. Est-ce que vous êtes vraiment débutant, vous n'avez jamais fait? Est-ce que vous avez quand même une petite expérience, que je sache un petit peu le niveau des stagiaires aujourd'hui. Et avant de commencer avec mes questions que j'ai notées, parce que je n'ai quand même 3 pages, je voulais je vous ai dit dans les mails que je vous envoyais sur ce live et sur la pub, que j'avais un cadeau à vous offrir avec ce live. Donc, je profite tout de suite, si tout le monde ne peut pas rester jusqu'à la fin, pour vous dire que très exceptionnellement, et ce jusqu'à la fin de la semaine, je vais vous faire bénéficier d'une réduction de 50% sur notre formation fabriquer son savon et les 2 versions, donc la version de base et la formation expert. Donc ça, c'est valable jusqu'à dimanche, donc ne quittez pas le live tout de suite. C'est valable jusqu'à dimanche. Ilona va vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Je vous le remettrai avec le replay et puis vous le recevrez également par mail. Mais comme je sais, des fois, les mails passent en spam. Je vous le dis tout de suite.
Donc si ça vous intéresse d'avoir une formation, archi complète, archi validée depuis, 5 ans maintenant par tous nos stagiaires, hésitez pas. Allez, on y va. Donc, 1re question. Alors, c'était Alexandra qui m'a dit: «Je ne serai pas au live, désolée, mais en replay, j'ai une question. Est-il judicieux de rajouter de l'acide citrique dans le savon? Et niveau calcul de la soude, je crois qu'il faut en tenir compte. Merci et bon live». Donc on va commencer tout de suite avec une question très technique. Elles sont pas toutes très techniques comme ça, vous verrez, mais je les ai pris dans l'ordre. Alors, c'est très intéressant. L'acide citrique dans le savon, alors, en fait, principalement, ça va servir à avoir, comment dire? Moins de dépôts. Vous savez, ce dépôt qu'on peut avoir dans les sanitaires ou autres, et c'est beaucoup utilisé dans les savons ménagers justement pour éviter les résidus quand on fait la vaisselle, par exemple, sur les verres ou les choses comme ça. Donc c'est surtout utile pour ça ou pour dans les versions, shampoing pour éviter d'avoir justement cet effet un petit peu, dépôt sur le cheveu et cetera. C'est vraiment pas, indispensable pour la majorité des savons et franchement, c'est un peu se compliquer pour rien pour, tout ce qui est savon pour la peau, moi je trouve. Et effectivement, en fait, l'acide citrique va se transformer en j'ai oublié le nom. Citrate de sodium, pardon. Il se peut que j'oublie des trucs, hein, parce que vous savez, quand je suis en live après, le citrate de sodium et en fait, effectivement, se mélange dans la soude caustique et va du coup, manger un petit peu consommer un petit peu de soude. Donc effectivement, il y a un calcul, pour, tenir compte, de la quantité de soude parce que si vous augmentez pas la quantité de soude, du coup, vous allez avoir un savon très surgras et Ilona va vous mettre le lien, dans le chat aussi d'un article qui est très bien fait, des recettes de Louisette, un article de blog extrêmement bien fait qui vous explique tout. Donc je vois pas l'intérêt de refaire un article personnellement là-dessus puisque le sien est très, très bien. Donc je vous le remettrai de toute façon en description donc voilà, si vous voulez pas quitter le live tout de suite, ce que je comprends, vous l'aurez. Et ça vous explique aussi du coup le calcul à faire pour calculer justement, la soude, à rajouter par rapport au surgras qu'on veut. Mais très clairement, si c'est pas pour du savon pour les cheveux ou pour le ménage, je vous le conseille pas particulièrement. Surtout si c'est pour du savon, en amateur et même pour du pro, c'est pas forcément, mieux de se compliquer la vie. Donc voilà pour cette question. Je me concentre un petit peu sur vos questions, mais Ilona, fais-moi coucou si tu as quelque chose. Ah oui, alors comment arrivez-vous à garder on va sauter du coq à l'âne, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Désolée, oui. Alors Charlène, comment arrivez-vous à garder une pâte à savon liquide pour vos marbrages, la mienne épaissit trop vite? Alors, ça va principalement venir de 2 choses. La recette, l'équilibrage entre les beurres, les huiles et cetera, les sauces je t'apprends, très clairement et en fond en comble dans ma formation. Ça serait un peu long de faire tout un cours magistral là-dessus, mais effectivement, ça va venir essentiellement de la recette et du mixage. Bah, forcément, plus tu vas mixer à la base, plus ta trace va épaissir et surtout quand on fait des marbrages puisque en fait, le temps de mélanger les couleurs, de mettre la fragrance, de se préparer, tout ça, surtout au début quand on n'est pas forcément hyper à l'aise avec la manipulation de la pâte, après ça va tracer, beaucoup plus vite. Donc c'est 2 choses. La recette, que ça soit les huiles, les beurres, la quantité d'eau, la fragrance, tout ça et puis après comment, on va mixer, comment on va mettre en œuvre et comment, trouver le bon timing et bien connaître, comment sa pâte réagit, comment son mixeur réagit aussi parce que les mixeurs, ils sont peut-être plus ou moins puissants avec lesquels, forcément, ça va agir différemment. Donc voilà. C'était Charlène. Alors du coup, j'en profite pour répondre à Laurence. Est-ce qu'on peut considérer le shampoing solide comme de la famille des savons ou les beurres solides pour le corps?
Alors, shampoing solide, c'est avec des tensioactifs. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shampoings solides qui sont appelés shampoings solides dans SAF, mais normalement, shampoing solide, c'est vraiment des tensioactifs. Sinon, c'est un savon shampoing en saponification. Allez, alors je reprends une question qui va être très intéressante, je pense, pour la plupart d'entre vous, même si elle peut sembler un petit peu complexe comme ça, mais on va éclaircir les choses. J'ai reçu une question qui me demandait comment jouer sur les valeurs INS et iode. Alors, le taux d'iode, en fait, enfin le chiffre d'iode, iodine, ça va nous indiquer comment on va rancir le savon, si la recette elle est plus ou moins sensible au rancissement ou pas. L'INS, en fait, c'est un facteur qui va prendre en compte du coup l'indice de saponification de l'ensemble des huiles et des beurres de la recette, et aussi l'indice d'iode pour nous donner, en fait, si vous voulez, une note globale au savon. C'est-à-dire, en gros, votre recette, voilà, est-ce qu'elle est bien notée ou pas? Alors moi, ce que je vous conseille d'utiliser, alors déjà, vous avez certainement entendu parler des calculateurs, il y en a plusieurs, et moi, je vous recommande largement SoapCalc. Ilona va vous mettre le lien de SoapCalc dans le chat. Pardon? Non, c'est pas grave, j'ai mis le lien à donner du coup avec. Ah oui, oui, parce que vous savez, on a préparé, hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais on fait les choses bien. Pardon. Bah oui, parce qu'au final, on vous a pas dit, voilà. J'avais noté les questions et j'avais mis le lien à donner pour Ilona. Ah voilà, bah allez, il est donné. Donc du coup, dans SoapCalc, c'est vraiment extrêmement bien fait. D'ailleurs, sur cette chaîne Flow Academy, vous avez un tuto pour utiliser SoapCalc gratuit. Donc du coup, si vous n'êtes pas familier, vous pouvez aller regarder. Il remonte à il y a quelques années, donc il faudra aller le chercher avec la petite loupe, parce que sinon vous risquez d'y passer un moment à le chercher dans la liste des vidéos. Mais en fait, ce qui va être très très bien, c'est qu'avec SoapCalc, vous allez avoir, en fait, il va vous donner, en fait, quand vous cliquez sur une huile ou un beurre, il va vous donner les indices de cet ingrédient-là, et ça va vous permettre de voir dans quelle fourchette il se situe. Donc, si vous savez pas, en fait, quelle huile va être sensible ou quel beurre va être plus durcissant ou autre, etc., vous aurez toutes les infos sur chaque ingrédient directement dans le calculateur. Et quand vous allez faire toute votre recette, ça va vous donner les propriétés de la recette que vous venez de faire. Donc, ça vous permet de savoir déjà, en théorie, si la recette, elle est bien ou si elle est un peu bancale. Donc ça déjà, même si vous n'y connaissez pas grand-chose dans les propriétés des ingrédients, des beurres et des huiles, ça vous donnera beaucoup d'indications. Et notamment quand vous passez votre petite souris sur la valeur en question, c'est-à-dire l'iode, l'INS et tout ça, ça vous indique la fourchette recommandée. Donc par exemple, l'INS, on va vous dire entre, je sais plus, 136 et 165, c'est correct, mais la valeur recommandée de manière générale, c'est 160. Donc comme ça vous permet de voir, vous, votre recette, elle a combien, et de vous situer dans les fourchettes. Et pareil pour tous les indices, la mousse, la dureté, le conditioning, etc., etc. Du coup, ça vous permet quand même plus facilement d'élaborer une recette. Après, tout est relatif, évidemment, parce qu'il y a certaines recettes qui vont théoriquement être OK, et pour le coup, ça ne va pas être OK, parce que ça risque de rancir quand même, etc. Mais bon, ça vous donne des premières indications. Et pour répondre à la question, comment jouer sur les valeurs INS et iode, en fait, c'est simple. Plus l'iode est bas, plus le savon va être dur et va moins risquer de rancir. Et plus c'est haut, plus ça va risquer de rancir. Donc au-dessus de 70, par exemple, on évite, parce qu'effectivement, c'est des recettes qui vont rancir assez vite. Et l'INS, plus c'est haut, c'est l'inverse, plus c'est haut, plus c'est dur et moins ça rancit, et plus c'est bas, plus ça risque de rancir et plus le savon risque d'être mou. Donc ça, c'est voilà, la généalogie. La généralité des facteurs et de la recette. Mais comment on joue là-dessus? Grosso modo, plus vous allez mettre des beurres ou notamment l'huile de coco, du coup, plus la recette va revenir dans les clous, et plus vous mettez des huiles liquides ou sensibles,
Et plus on va être sur des taux d'iode hauts. Alors, j'ai plus tous les taux en tête, hein, mais vous pouvez avoir un beurre qui a un taux d'iode à 25, donc qui est très, très, très bas, et puis une huile qui va être à 125. Donc, en fait, c'est comment dire, en trouvant le bon équilibre justement entre ces ingrédients, notamment la famille des beurres qu'on met avec l'huile de coco et la famille des huiles liquides, c'est en faisant ça qu'on va jouer sur ces valeurs-là et trouver une recette équilibrée. Donc ça, c'est grosso modo, effectivement, le ratio beurre et huile. Après, évidemment, il y a les propriétés de chaque beurre, etc. Et c'est aussi mon rôle dans la formation de vous apprendre comment équilibrer une recette, que ce soit sur les pourcentages, mais aussi sur les types d'ingrédients qu'on va choisir. Et puis en fonction aussi de votre expérience, parce qu'on ne va pas établir les mêmes recettes quand on est tout débutant que quand on commence à être un petit peu plus confirmé. Voilà. Il y a des bugs, il y a quelque chose? Non, c'est bon, ça paraît que c'est bon. J'ai une question sur ce. Bah vas-y, tu peux lire. Parce que je suis un peu loin, je suis un peu miro alors. Marion me demande si ça prend en compte les huiles quand tu ajoutes à la trace, en fait, les huiles ajoutées après. En surgraissage, Ouais, par en exemple. surgraissage. Alors, c'est très intéressant comme question. On met pas, alors déjà, on met pas les ajouts dans ce calque. Et alors, ce qui est très bien avec le calculateur, justement, c'est que ça permet de prendre en compte le surgraissage. Donc, en fait, par exemple, quand tu vas rentrer le taux de surgraissage que tu veux dans ta recette, admettons que tu veux 5%, ça va le faire, on appelle ça en réduction de soude, c'est-à-dire que ça va calculer de façon à laisser 5% de corps gras non saponifiés. Après, c'est à toi si tu veux, par exemple, mettre, je sais pas, 5% d'huile d'amande douce dans ta recette et que celle-ci, que tu veux surgraisser à 5%, tu peux choisir de garder ces 5%-là et de les mettre à la trace. Personnellement, j'ai toujours conseillé de ne pas forcément faire des ajouts à la trace parce que ça n'a pas grand intérêt. Tout va saponifier de toute façon en même temps. Il y a des acides gras qui saponifient plus vite que d'autres et de toute façon, ça va pas changer grand-chose au savon final. Et surtout, ça évite d'oublier de mettre son surgraissage. Coup classique. Coup classique. Oups, mon surgraissage, je l'ai oublié dans le feu de l'action, alors qu'au moins, si toutes les huiles et les beurres sont dans la marmite, tout le monde y passe. Parce que ça, les ajouts et les trucs qu'on oublie, ça, c'est du vécu et je peux vous dire que pas que par moi. Voilà. J'espère que ça suit. Est-ce que vous dites-moi si vous trouvez ça intéressant? Je vais faire des petites, comment dire, je vais regarder peut-être par là, ce sera plus facile. Des petites pauses de temps en temps pour vous lire quand même et reprendre un petit peu ma respiration. J'essaye de faire rapide pour en répondre un maximum, mais le temps passe vite. Et je veux quand même essayer de détailler un peu. Qu'est-ce que le conditioning? Alors, conditioning, je le dis toujours en anglais parce que je ne sais pas comment on le traduit en français. C'est tu sais, conditionneur comme pour les cheveux, tu vois, c'est le côté nourrissant, je pense. Le côté, tu vois, le côté nourrissant pour la peau. Assouplissant, enfin, si quelqu'un a la traduction exacte. Alors, je bois un coup. Alors du coup, j'en profite aussi pour vous dire qu'au sein de la formation, on fait des lives tous les mois. Il y a des lives tous les mois depuis des années, 4 ans, je crois. J'avais commencé les lives tous les mois. À partir du moment où il y a eu quand même assez de monde sur la formation. Et le prochain aura lieu le 9 avril, mercredi prochain. Donc du coup, si vous nous rejoignez, vous pourrez y avoir accès. Et on fera des tests au labo, tests de fragrance, on fera de la fabrication en live. Et du coup, tous les replays sont disponibles. Donc du coup, même si vous nous rejoignez maintenant, vous aurez des dizaines et des dizaines de replays pour, je sais pas, les soirées d'hiver, les week-ends où vous ne savez pas quoi faire. Donc voilà. Alors, nous avons comment corriger le pH lorsqu'il est trop élevé ou trop bas? Alors, tu peux pas corriger une fois que le savon est fait. Mais le mieux, c'est de comprendre ce qui a causé ça.
Alors trop bas, pour moi, tu peux pas avoir un savon qui est en savon, hein, qui a saponifié et qui est trop bas. Par contre, il peut être trop haut. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a eu d'ailleurs, j'ai une question, je crois à la suite, par rapport à ça, c'est qu'il y a un problème dans la fabrication. Si le pH est trop haut, c'est qu'il y a un souci à un moment donné. Il y a un problème de balance, un problème de calcul, un problème de 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 traces, qui étaient pas correctes, il y a des poches de soude, enfin un mixage qui était pas correct, mais la première chose, c'est de comprendre pourquoi. Et ça effectivement, il faut surtout, de mes conseils que je donne tout le temps, c'est de prendre des notes. Notez toutes vos pesées, notez ce que vous pesez, prenez une petite fiche de fabrication. À chaque fois que vous faites une pesée, vous la notez, ça vous permet de vérifier si tout était correct. Vérifier votre balance, parce que suivant le matériel que vous avez, effectivement, il peut y avoir des balances un peu vieilles ou autres qui sont tombées et tout ça, qui sont plus forcément très justes. Et il faut avoir vraiment des balances de précision, surtout quand on ne fait pas des grandes quantités. Et donc, voilà, c'est important quand même d'avoir du bon matériel et de surtout noter tout ce qu'on fait quand il y a un problème, et de le noter aussi quand il y a une suspicion de savon caustique, parce que ça permet de le surveiller et de reprendre le pH plusieurs fois pour vérifier. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le savon et le pH est trop haut. Ça, effectivement. Alors, j'ai vu une question. J'ai fait la formation «Comment reçoit-on les lives?» Alors les lives, c'est uniquement sur la formation «Fabriquer son savon». Ils sont disponibles sur le groupe YouTube, le groupe Facebook, pardon. Et bientôt, on va les remettre tous dispo sur la plateforme. Comme ça sera plus simple pour ceux qui n'ont pas Facebook ou ceux qui ont pris Facebook uniquement pour suivre les lives. En attendant, par contre, le groupe Facebook privé réservé aux membres de la formation est toujours là pour que vous posiez vos questions. C'est un lieu d'échange vraiment très intéressant entre les stagiaires. Et tous les replays, ils resteront, hein, mais c'est juste que comme Facebook change ses règles, que maintenant les lives, ils sont automatiquement supprimés au bout de 28 jours, et que moi je veux les laisser, bah, du coup, on trouve un autre système. Dorénavant, les lives auront lieu aussi sur YouTube, et comme ça sera plus facile pour tout le monde. Est-ce que dans la formation pro, il y a aussi le module formation expert? Alors, c'est 2 formations différentes. La formation savon, c'est vraiment que du savon qui peut être, comment dire, qui peut convenir aussi bien aux gens qui veulent faire en amateur qu'aux gens qui veulent apprendre pour plus tard commercialiser leurs produits. Et par contre, la formation pro ne reprend pas la fabrication de savon. Je vais pas faire, enfin, voilà, ça sert à rien de refaire un doublon. Par contre, dans la formation pro, on va parler de fabrication professionnelle, de choses liées à la fabrication en grande quantité. Parce que évidemment, quand on passe de 1 kg à 10, 15 ou 20 kg, voire plus, la pâte à savon ne va pas réagir pareil. On n'établit pas des recettes pro comme des recettes pour chez soi. Et voilà, le matériel n'est pas le même, l'organisation n'est pas le même, et tout ça. Donc en fait, il y a une partie fabrication dans la formation pro, mais qui ne reprend pas les bases de la saponification à froid. On considère que ça, c'est acquis à partir du moment où vous voulez passer pro. Donc si ce n'est pas le cas, commencez déjà par la formation Fabriquer son savon, qui est aussi bien adaptée aux gens qui débutent et qui n'ont jamais fait de savon, mais aussi aux gens qui ont déjà fait du savon et qui veulent se perfectionner, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Moi, je savais faire, je l'ai pris quand même et j'ai beaucoup appris». Donc c'est pas réservé qu'aux débutants, même si vous connaissez un petit peu déjà la saponification, vous allez forcément apprendre plein de choses et progresser. Et on sait que la saponification à froid est un sujet très vaste, il y a toujours beaucoup de questions qui arrivent. Donc plus on en fait, plus on a des questions, et donc du coup, voilà, on est là aussi pour vous accompagner les gens qui débutent et puis qui veulent se perfectionner. Flo, que mets-tu dans re dans recette pour éviter le rancissement de tes huiles? Perso, je mets de la vitamine E. Alors on peut mettre de la vitamine E, mais personnellement, je trouve que ça n'a pas d'utilité. Déjà parce qu'il faut en mettre pas mal, et je trouve que c'est plus judicieux en fait d'établir des recettes qui vont être équilibrées, qui vont naturellement pas rancir, plutôt que de rajouter des conservateurs. Le savon lui-même n'a pas forcément besoin de conservateurs, à moins qu'on veuille vraiment utiliser des huiles sensibles, mais sinon, ce n'est pas utile. Alors, je vais reprendre ma petite liste. Si tu vois des questions, tu peux les copier-coller aussi à la suite. Ok. Comme ça, on regardera. Que ça soit pour la fin du live là ou un prochain live, parce que je vous avoue que voilà, je pense pas avoir autant de questions complètement différentes,
et autant de questions. Je pensais même que j'en aurais pas assez, donc du coup, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux en plus, à avoir répondu présent en pleine journée. Merci beaucoup. OK, alors on continue, parce que peut-être que vos questions sont déjà dans ma liste. Alors, nous aimons un savon très moussant. Quelles sont les huiles ou beurres qui rendent un savon très moussant? Ça, c'est très intéressant. Alors, il y en a 2 qui sont très connus pour, rendre une belle mousse. Après, ça dépend de la mousse que vous voulez. Si vous voulez une belle mousse, généreuse, comment dire? Aérienne et cetera, ça va être l'huile de coco et l'huile de babassou. C'est les 2 reines, de la mousse. Après, il y a beaucoup d'autres huiles qui apportent une mousse, mais qui va être une mousse plus crémeuse. Les beurres notamment, l'huile de ricin, qui va apporter une mousse un peu plus, crémeuse. Mais la reine de la mousse, c'est la coco. Donc que ça soit de la coco raffinée, de la coco vierge ou autre, ça fonctionne pareil. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage de mettre de la coco vierge parce que son odeur, en fait, ne va pas rester dans le savon. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, sur d'autres ingrédients et c'est très intéressant aussi. Donc coco ou babassou, pour la mousse. Et la deuxième question, c'était comment faire pour que la pâte n'épaississe pas trop vite? Ah ben, du coup, on y a répondu tout à l'heure, pour donner le temps de la colorer, de faire des techniques. Bah, on a déjà répondu à ça, du coup. Si vous arrivez en cours de route, vous recevrez le lien du replay. Le replay, on le mettra disponible, à la suite, le temps qu'on mette la description et tout ça, quoi. Si vous avez raté le début ou que vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, bah, du coup, vous pourrez avoir le replay si vous voulez avoir toutes les réponses aux questions et qu'il y en ait vraiment des très intéressantes. Donc voilà. Et ricin, non. Si, je disais ricin pour la mousse un petit peu plus crémeuse. Mais le ricin a tendance à avoir un effet un petit peu collant dans le savon. Moi, je l'aime moins. C'est mon avis personnel. Mais bon, je vous le donne. Alors après j'ai une question, enfin plusieurs questions de Jocelyne. J'aimerais bien savoir quel ingrédient il faut pour faire bien durcir mon savon et le rendre bien moussant. Alors moussant, on a déjà dit, coco et babassou. Et pour le faire durcir, bah, c'est simple, hein, ça va être tout ce qui est beurre solide. Donc beurre de karité, beurre de mangue, beurre de cacao, enfin tous les beurres. Voilà, tous les beurres vont donner un effet, bien durcissant qui va éviter que le savon fonde trop vite. Après, c'est trouver justement le bon équilibre pour pas qu'il soit non plus trop dur ou trop cassant. Donc voilà. Ensuite, alors il y avait une question, alors c'est des questions, intéressantes parce que c'est vrai que souvent les gens, veulent simplifier les choses et on peut pas toujours simplifier en ça, pas quasiment jamais d'ailleurs. Pour 1 litre de soude, combien d'eau et combien d'huile il faut? Alors ça se calcule pas comme ça. C'est pas, 1 litre d'huile égale, tant de grammes de soude. Ça dépend des matières grasses qu'on utilise. Chaque corps gras, animal ou végétal a un indice de saponification et en fait, en fonction de cet indice, le calculateur ou si vous voulez le faire à la main également, hein, dans la formation, vous avez aussi mon e-book d'offert et dans l'e-book, il y a tout le calcul à la main aussi qui est détaillé pour les personnes qui veulent bien comprendre et bien maîtriser le calcul, à la main. Et donc du coup, en fonction de l'indice de saponification, ça va pas être la même quantité de soude. Donc je peux pas vous dire, bah tiens, un litre, 1 litre d'huile, et puis, tant de soude et puis voilà. Donc c'est pareil pour l'eau, ça se calcule en fonction de le pourcentage de dilution qu'on veut, et l'effet qu'on veut avoir dans le savon. Mais si vous n'êtes pas doué en maths, SoapCalc, Ilona va vous remettre le lien, SoapCalc, vous allez directement dans le calculateur, vous rentrez vos valeurs, vous rentrez la quantité d'huile que vous voulez mettre, la liste des huiles que vous voulez mettre et le surgraissage que vous voulez mettre. Et puis voilà, le calculateur vous donne les chiffres, ça vous évite de vous tromper parce que parfois les savons caustiques, c'est justement parce qu'on a mal fait ses calculs, ce qui peut arriver. Et alors l'autre question de Jocelyne, c'était très souvent je fais mes savons avec les feuilles séchées en poudre. J'aimerais savoir quel moment je peux l'ajouter ou l'incorporer ma poudre de feuilles dans la préparation. Donc tout ce qui va être poudre, enfin de manière tout ce qu'ajout au sens large,
on le fait à la trace. Donc une fois que la solution de soude caustique et les huiles sont mélangées, sont arrivées à émulsion et qu'on commence à avoir la saponification qui prend. Juste avant de couler, on fait les ajouts. C'est la meilleure façon globalement de les faire. Après, il y a des exceptions, mais voilà, pour pas rentrer trop dans le détail, ça sera un petit peu long. Grosso modo, tout ce qui est ajout, ça se fait à la trace. À savoir que par contre, il y a certains végétaux qui ne donnent pas des super résultats dans le savon. Mais bon, ça, c'est au cas par cas. Donc, pour ces types d'ajouts, le mieux, c'est à la trace. Et la dernière question de Jocelyne, c'était combien de temps il faut pour bien mélanger, pour que le mixage soit parfait? Donc ça, je vous le disais au tout début, hein, ça dépend de votre recette, ça dépend de votre mixeur, ça dépend de la quantité que vous faites. Plus ça va être petit, plus avec un mixeur, ça va mélanger vite que dans une grande bassine. Donc après, vraiment, ça, c'est très, très variable. C'est une question que je peux pas, à laquelle je ne peux pas répondre. Mais le mieux, c'est effectivement de mixer par petites doses, hein, et de bien regarder comment épaissit le savon. C'est-à-dire de mixer et puis bien mélanger pour voir comment votre savon, comment votre pâte épaissit. Est-ce que ça épaissit vite? Est-ce que bon, ça va, vous pouvez encore mixer un petit peu. Évidemment, si vous mixez pendant 20 secondes comme ça et puis vous arrêtez d'un seul coup, ça va être trop. Voilà, faut y aller par petites doses en fonction de la puissance aussi du mixeur qu'on a, si on peut régler la puissance sur certains ou pas. Mais des fois, il y en a des tout petits qui sont très, très puissants. Donc voilà. Allez, on en reprend une de ma liste et puis après, je regarde si Ilona a noté des choses. Pour le moment, elle ne me fait pas des grands signes, là. Elle est très studieuse. Donc, des questions qui reviennent souvent, là. Ouais. Ah, bon, bah, on va regarder ça après, alors. Alors, c'était My Darly. Je suis contente, je vais participer à ce live. Ma question est la suivante. Comment faire pour ajouter des actifs tels que les fruits et les légumes pour la fabrication d'un savon naturel? Encore une question très intéressante. Alors, les fruits et les légumes, on va généralement les ajouter à la trace, en purée, ou écraser, je sais pas, un avocat, une banane, que sais-je. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, dans les fruits et les légumes, c'est qu'en fait, ils sont très, très riches en eau. Pour la plupart, on peut aller jusqu'à 90% d'eau dans un fruit ou dans un légume facilement. On n'a pas l'impression comme ça, mais du coup, en fait, suivant la quantité qu'on va rajouter, ce qui va être intéressant, c'est de déduire de la quantité d'eau de dilution de soude. Donc, par exemple, si vous mettez 100 g de banane ou 100 g de purée de carottes dans votre savon, vous allez déduire à peu près entre 50 et 100 g d'eau de la dilution de soude. Après, ça va dépendre de la recette aussi, si c'est une recette avec beaucoup de beurre solide ou pas, qui risque de durcir plus ou moins vite. Après, tout ça, ça reste à équilibrer. Et donc, voilà. Mais en général, les fruits et légumes, oui, c'est toujours très bien en purée, à la trace. Mais il faut déduire un petit peu de la quantité d'eau de dilution de soude parce que sinon, ça va mettre très longtemps à sécher. Et puis, vous risquez d'avoir du mal à arriver à mixer et avoir une trace vraiment visible, en fait, qui va vous permettre de bien voir si ça a tracé. Parce que si il y a beaucoup d'eau dans la recette, ça va forcément retarder l'arrivée de la trace. Et vous risquez d'avoir un savon où la trace, soit vous n'arrivez pas à la voir, ou soit justement, elle n'est pas arrivée. Et puis, vous avez un savon qui déphase après. Donc ça, c'est des petits ajustements. De manière générale, quand vous commencez sans ajout, hein, parce que ça peut être démoralisant de commencer avec des choses trop complexes, comme les marbrages ou les ajouts un peu compliqués. Faites-vous la main. Voilà, si vous faites partie de la formation, suivez les vidéos de base, et puis après, vous intégrez un petit peu les choses plus complexes. Donc voilà. Alors, dis-moi, Ilona. Alors, j'arrive. Celles qui reviennent un peu. Alors, celle qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'il y a une proportion d'huile à respecter ou de beurre? Quels sont les pourcentages en fait que tu de proportion entre les solides et les liquides. Alors c'est très intéressant, ça va dépendre aussi un petit peu de votre aisance. On peut avoir des ratios pour commencer, de 60% d'huile liquide et 40% de beurre. Alors, je dis beurre, mais ça comprend aussi coco. 60-40, et puis après on peut arriver sur du 50-50, et puis après, même quand on est très à l'aise et qu'on veut un savon qui va durcir bien,
etc. Et puis après, ça va dépendre des ajouts qu'on fait, si on a une fragrance qui accélère ou pas. Mais si on a un petit peu de marge, on peut même monter jusqu'à 70% de beurre solide et 30% d'huile. Mais ça, c'est plus pour des recettes un peu experts et qui ne tracent pas, ou vous n'avez pas forcément de marbrage à faire. Donc voilà. On a autre chose? Est-ce que l'ajout, là il y a écrit de cannelle, peut rendre le savon mou? Mais après, il y a plusieurs questions par rapport il n'y a pas que la cannelle, il y a d'autres ajouts. Est-ce qu'un ajout peut rendre un savon plus mou ou favoriser le rancissement? Alors, ah oui, c'est deux choses Ouais, différentes. c'est deux questions différentes aussi. Alors, un ajout, si on respecte une proportion, qu'on n'en met pas 3 tonnes, il n'y a pas de raison que ça rende un savon mou, sauf effectivement les cas où vous metteriez des purées de fruits avec trop d'eau, etc., sans déduire de l'eau. Si vous restez dans un pourcentage d'ajout qui ne dépasse pas les 10% du poids des huiles, il n'y a pas de raison. Elle parlait de la cannelle? Oui, de la cannelle. Alors la cannelle sous quelle forme? En poudre? Il faut savoir que la cannelle, que ça soit en huile essentielle ou en poudre, c'est un irritant pour la peau. Donc c'est quelque chose qu'on va éviter dans les savons. Même si en général c'est des petits pourcentages, mais ça n'a pas grand intérêt cosmétique, et surtout ça peut être très irritant pour la peau. Donc de manière générale, on évite dans les cosmétiques. Donc pour le rancissement, on a toujours la question sur l'aloe vera qui revient beaucoup. Est-ce que l'aloe vera peut favoriser le rancissement d'un savon? Bah, en fait, l'aloe vera, ça va être comme tout ce qui va être aqueux. Effectivement, ça peut. Il ne faudra pas en mettre beaucoup, et il faudra réduire de la quantité d'eau également, parce que le gel d'aloe vera, c'est quasiment que de l'eau. Plus le savon va avoir effectivement de l'eau ou des ajouts aqueux, effectivement, plus il va saponifier doucement et plus ça peut rancir, mais ça ne va pas être que l'aloe vera lui-même. Je pense que s'il y a du rancissement, c'est lié à la recette en elle-même également, quoi. Donc, faut revoir toute la recette, je pense. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait cet échange entre les stagiaires de ma formation sur le groupe Facebook, parce que ça permet tout de suite de mettre les recettes et de dire voilà, j'ai un tel problème, et puis au moins comme ça, on résout le souci. Ça évite de se creuser les méninges pendant des semaines sur un problème, et parce que parfois on peut effectivement croire que le problème, par exemple là, vient de l'aloe vera, alors que si ça se trouve, ça vient du pourcentage de telle ou telle huile que tu as dans ta recette, ou la quantité d'eau, ou le mixage. Enfin, ça peut être complètement autre chose. Et parfois, c'est vrai que on peut, enfin voilà, ne pas avoir une vision peut-être d'ensemble, puis avec l'expérience qui va avec, pour trouver d'où vient le souci. Donc moi, je suis toujours dispo tous les jours sur le groupe Facebook privé de la formation, si vous nous rejoignez. Et Ilona vient de vous remettre le lien, mais je vous rappelle que je vous offre exceptionnellement, pour toutes les personnes qui regardent le live et qui sont inscrites, qui regardent en replay aussi, parce qu'on ne vous oublie pas quand même si vous n'êtes pas dispo, jusqu'à dimanche soir, 23h59, heure de Paris, moins 50% sur notre formation Fabriquer son savon. Donc foncez, parce que franchement, c'est pépite, c'est cadeau, et c'est à vie. L'accès est à vie, enfin tant que je vis. Donc souhaitez-moi longue vie. Souvent, je me dis, mais c'est à vie de qui, en fait? Parce que, bon, donc c'est ma vie à moi, donc bon, ça va, j'ai 44 ans, donc ça devrait aller encore. Vous devriez pouvoir apprendre encore à faire du savon avec moi. donc voilà. Et en plus, tu as mis 2 fois le lien, je crois. Je l'ai épinglé, en fait. Ah, Donc, c'est génial! Mais le temps. formidable, tu vois, on monte en compétence, et Ilona va me faire une petite formation après. Mais petit problème, c'est que je peux pas mettre le message qu'on avait prévu pour la savonnerie professionnelle, car il est trop long. Ah d'accord. Donc est-ce que je transmets le lien? Mais c'est pas celui-là, le lien pour la savonnerie professionnelle? C'est celui-ci. Ah oui, d'accord. Je peux pas écrire le message est trop long. Eh ben, tu commences là. Ok, Ou alors là. ok. Et je vous le mets directement. Oui, parce que en fait, pour toutes les questions pro, je vous le disais au début, on fera certainement un live plus tard lié aux questions pro. Je sais pas, t'en as eu dans le chat? Pas pour le moment, mais il y a beaucoup de questions sur le contenu, en fait, de la formation pro. Ah, sur le contenu de la formation pro. Bon, ça, on pourra en parler un petit peu à la fin. Tu les as notés? Non. J'avais commencé, mais tu as répondu aux 2 qu'il y avait. Alors, Blandine nous dit longue vie à toi. Ah oui, bah écoute, on touche du bois. Profitez-en d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas au final. C'est vrai, on rigole avec ça, mais profitez-en tant que je suis là pour vous former.
Il ne faut pas attendre, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, c'est les citations du jour de Florence. Oui, bah, si vous avez des questions sur la formation pro, je vais vous y répondre à la fin pour pas tout mélanger, déjà qu'on mélange tout. Alors, j'en étais où dans mes questions? Ah oui, alors il y avait des questions d'Ophélie. Bonjour, comment feriez-vous pour un savon odorant avec des fleurs du jardin, style lavande, et sans ajout de fragrance? Alors ça, c'était intéressant. Ah bah tiens, il se met à tenir tout seul, mon truc. Ah non, oh pardon. Fausse joie. Désolée. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, comme je vous le disais, avec l'huile de coco vierge dont l'odeur ne va pas résister parce que la pauvre doit passer par la soude caustique, donc et son pH très très élevé, qui est un pH à 14, donc forcément il y a énormément de choses liées au monde du végétal qui ne va pas résister. Donc ça va des couleurs au parfum, à l'odeur, oui, parfum, odeur, oui, c'est pareil. Donc du coup, effectivement, ça va être impossible à ma connaissance de garder une odeur de plante ou de fleur dans le savon après saponification, voire même dans 90%, enfin peut-être pas 90%, mais dans beaucoup de cas, ça va même parfois sentir très mauvais. Pareil pour la couleur, par exemple, pour vous donner un exemple, il y en a plein d'autres, hein. La poudre de rose de Damas. Alors, voilà, c'est du vécu, hein. À mes tout débuts, parce que je suis quand même, je vous rappelle, une autodidacte. Donc, j'ai tout appris de mes erreurs et de mes expériences pro. Donc, du coup, bah, ça me permet d'avoir, vous voyez, mis les mains dedans, expérimenté par moi-même. Et moi, ce que je vous dis, c'est pas de la théorie, c'est du vécu. Voilà. Donc, c'est encore ce qu'il y a de mieux à partager, je trouve, que des calculs et des théories qui n'ont jamais été finalement vérifiées. Donc, pour revenir à l'exemple de la poudre de rose de Damas, alors ça sent bon, mais alors dans le savon, c'est une odeur immonde. Et je vous parle même pas de la couleur, qui n'a rien à voir avec la couleur rose pâle de la poudre de rose de Damas, qui est magnifique. Ça devient un marronasse qui sent très fort et très mauvais et qui n'a rien de joli ou d'agréable dans le savon final. Alors parfois, il y a des odeurs qui sont très désagréables au moment où on fait le savon et ça s'atténue un petit peu à la fin de la cure. Mais enfin, la couleur, quand elle devient marron ou kaki ou affreuse, elle ne va pas redevenir rose, hein. J'en ai jamais vu en ce qui est végétal. Et c'est vrai que tout ce qui est rose, rouge, etc., dans le végétal, ça a beaucoup de mal à tenir, à résister. Et alors, les parfums des fleurs, je ne vous en parle même pas, il faut oublier. Après, il y a des fragrances naturelles qui tiennent. Les naturelles ont tendance à moins bien tenir que les synthétiques, pour les mêmes raisons, hein, par rapport à la soude caustique. Il y en a qui tiennent. Après, c'est souvent beaucoup d'expérimentation pour trouver les fournisseurs qui ont des fragrances naturelles qui tiennent bien. Parce que souvent, parfois, elles peuvent tenir tout de suite, mais au bout de 6 mois, bon, on ne sent plus rien du tout dans le savon. Et trouver aussi le bon dosage, sans parler du coût, parce qu'en général, une fragrance naturelle, c'est au moins le double d'une fragrance synthétique pour que souvent elle tienne moins. Donc en plus, il faut en mettre le double, donc on laisse faire les calculs. Donc voilà, quand vous testez des fragrances ou quand vous voulez, parce que moi j'encourage les gens à faire leur test, parce que moi des fois je casse un peu des rêves. Quand on me dit je vais essayer la poudre d'hibiscus, je vais avoir un beau savon. Alors je suis obligée de casser un petit peu des fois les illusions, vous dire non, ne le faites pas, ça va être marron, ça va être affreux. Mais j'encourage de manière générale quand même les gens à faire des tests. D'ailleurs, c'est pour ça que la semaine prochaine, pour les membres de la formation Fabriquer son savon, on fait un test de fragrance et je vais faire le test pour vous, avec vous, déjà pour vous montrer comment réaliser des tests de fragrance et puis vraiment voir comment réagit la fragrance et tout ça pour vous donner la marche à suivre chez vous. Et puis aussi pour vous éviter de les faire, hein, comme ça, si vous savez déjà. Comme ça vous évitera de faire les tests vous-même. Et donc, bon, lavande, tout ça, ça ne sentira pas, ça va devenir très marron dans le savon. Voilà. Les poudres de fleurs, c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui marchent bien.
Mais en tout cas, pour le parfum, non, ça va pas tenir. Alors ensuite, j'avais une deuxième question d'Ophélie qui était très, très bien. C'était: quelle est la démarche à suivre pour le test pH des savons? Sans le test de la langue. On va en parler, parce qu'il faut en parler. Une fois la cure, ça fait rire Ilona. T'avais déjà entendu parler de ça? Non, il y a des gens qui lèchent les savons? Ah bah, Pardon, excusez-moi. on va en parler. Une fois la cure terminée, comment gardez-vous les savons pour un usage domestique? Alors, le test de la langue, comment vous dire? Ce fameux test de la langue qu'on entend depuis des années et qui fait bondir pas mal de personnes, dont moi. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, Ilona et les autres, il y a certaines personnes en fait qui, alors, si tu mets ta langue sur un savon caustique, Mmh. en fait, tu vas t'en rendre compte. Mmh. Tu vois, ça pique. Bah oui, mais c'est pas terrible. Ça gère, Ça, comme disent certains, ça fise. Tu vois, oh. Ça fait une petite décharge électrique. OK. Donc, en fait, il y en a qui, mais on rigole, mais au savon de Marseille, ils font encore comme ça. Hein. C'est dangereux, non? T'as jamais vu des reportages sur le savon de Jamais. Marseille où l'artisan savonnier, il prend de la pâte à savon, il fait, il est bon. Parce qu'effectivement, comme le savon de Marseille, c'est un savon cuit et qu'il faut consommer toute la soude, etc., il considère que quand voilà, il le goûte, il sait s'il y a encore de la soude caustique. Dangereux. Le problème, c'est que s'il y en a encore, il va Ouais. bien le savoir. Hein. Ça, elle va lui faire savoir bien comme il faut. Non, mais sans rigoler, en fait, c'est vrai que en mettant sa langue sur un savon, en temps normal, on a juste le goût du savon, hein, qui n'est pas un goût très agréable, soit dit en passant. Donc en fait, les gens mettent leur langue sur le savon, et si ça pique pas, c'est que le pH est bon. Le problème, c'est qu'imaginez-vous si votre savon est caustique et que vous êtes sur une poche de soude, vous y laissez votre langue. Hein. Donc, on rigole pas avec ça. Je rigole, mais je ris jaune. Parce que non, on ne fait pas de test avec la langue. On a des papiers pH, on a des pH mètres électroniques, mais le papier pH fait le boulot largement en amateur. Un papier pH qui va jusqu'à 14, attention, parce qu'il y a des papiers pH qui ne vont que jusqu'à 10. C'est pas suffisant pour tester le pH d'un savon. Il faut vraiment des bandelettes qui vont jusqu'à 14. En pharmacie, sur Internet, et avec un rouleau, vous avez de quoi faire des centaines de savons. Il faut juste bien la conserver parce que ça craint l'humidité. Mais voilà. Alors, comment on le fait? Alors, on oublie la langue. Voilà, la langue, on la garde pour autre chose. Mais on prend sa bande. Alors, moi, ce que je vous conseille, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous prenez le dessus d'un savon, vous le mouillez bien et vous le faites complètement, comment dire, vous mettez pas mal d'eau et vous faites fondre le dessus du savon et vous posez votre bandelette de papier pH directement dessus. Ou alors, vous prélevez vous râpez un petit peu le savon, vous prélevez un peu de savon sur votre savon, sur une chute ou autre, et vous la faites fondre dans un petit verre d'eau. La proportion idéale, c'est une solution à 4%, donc il faut mettre 96 grammes d'eau pour 4 grammes de savon, et vous trempez votre petite bandelette, pas trop longtemps, hein, juste, il ne faut pas qu'elle soit complètement, on ne la laisse pas dedans, hein, on trempe juste et on la retire, et on attend un petit peu de voir la couleur du papier. Et après, on lit le résultat. Plus on va être dans le bleu foncé, plus c'est mauvais, et plus on va être plus vers le vert, plus c'est bon. Voilà. Donc, et puis après, il y a des pH mètres électroniques, mais sincèrement, pour des amateurs, c'est pas tellement utile. Déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a un entretien à faire avec un pH mètre électronique. Les premiers prix, souvent, sont vraiment pas bons. Et on peut avoir des résultats, finalement, si le pH mètre électronique n'est pas bien enregistré. Il n'est pas bien étalonné, mais c'est même pas ça que je voulais dire. C'est s'il n'est pas bien entretenu, qui ne sert pas souvent, etc., il va y avoir des gros décalages et parfois on peut se retrouver avec des résultats qui sont complètement à l'ouest. Hein, et franchement, il vaut mieux prendre
enfin, un papier pH pour de l'amateur, c'est très bien. Et puis, du moment que vous le faites correctement. S'il y a un petit doute, alors j'avais une question comme ça qui est passée aussi, s'il y a un petit doute, quelqu'un qui me demandait, alors je ne sais plus, hein, je dois l'avoir dans le reste des questions, est-ce qu'on doit le faire à un seul endroit dans le savon ou est-ce qu'on doit le faire à plusieurs endroits? Si votre savon, il est uniforme, il est bien, il n'y a rien qui semble anormal sur toutes les tranches, à un seul endroit, ça suffit. Maintenant, s'il y a des zones qui vous paraissent un petit peu bizarres, il faut tester ces zones-là pour vérifier. Pour en avoir le cœur net, il faut, si au moment du démoulage, vous avez comment dire, un petit doute sur un savon, une tranche ou autre, de surtout bien mettre attention à vérifier parce que peut-être qu'il y a eu un souci ou si vous avez un souci de peser ou autre ou quelque chose comme ça. Là, ça peut valoir le coup de tester à plusieurs endroits, ne serait-ce que pour voir si effectivement il y a des zones caustiques ou pas. Mais sinon, si votre savon il est beau et qu'il est uniforme, la texture est régulière et lisse, un seul endroit, ça suffit. Tu as autre chose? Oui, j'ai une petite question sur l'huile de coco. Est-ce que c'est préférable d'utiliser une raffinée, non raffinée, blanchie, désorientée, vierge? Enfin, Toute la panoplie. Ouais, toute la panoplie. Alors, c'est pas que sur l'huile de coco, hein, vous pouvez, que ce soit raffiné, bio, brut, tout s'utilise en savon. Après, ça va dépendre de vos exigences personnelles. C'est comme le bio, le non bio, hein, tout s'utilise. Après, ça dépend de, voilà, de vos critères à vous et du coût aussi. Parce qu'effectivement, surtout maintenant, avec la flambée des prix des matières premières, ça peut très vite passer du simple au double, comme sur l'huile d'olive, comme sur plein de matières premières. Donc après, ça fonctionnera aussi bien dans le savon. Je ne peux pas vous dire qu'on verra vraiment une différence sur la texture. Alors oui, peut-être les beurres plus bruts donneront légèrement un savon peut-être plus crémeux. Et c'est sûr que plus vous prendrez des ingrédients de qualité, des matières premières de qualité, mieux ce sera pour votre peau et tout le reste. Mais c'est pas parce que vous prenez du premier prix que votre savon sera raté ou quelque chose comme ça, pas du tout. J'ai vu passer d'ailleurs à un moment donné parler de végétaline dans le chat, j'ai vu ça vite fait. La végétaline, c'est de l'huile de coco fractionnée, donc ça fonctionne aussi. Non, pas fractionnée, mince, je vous dis une bêtise. Non, non, on efface, pas fractionnée, hydrogénée. Fractionnée, c'est autre chose. C'est de l'huile de coco hydrogénée. C'est clairement pas ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. Il y a des sous-marques aussi de végétaline où il y a des agents anti-mousse ou des trucs comme ça, donc c'est pas ouf, mais par contre, ça peut être pratique quand on débute. Ça peut être pratique quand on débute, qu'on veut se faire la main et qu'on veut pas forcément tout de suite acheter des matières premières chères parce que forcément, du coup, ça va, si on a peur de se louper pour s'entraîner et tout ça, ça peut être sympa d'avoir de la végétaline ou des huiles comme ça parce que ça coûte pas cher. Donc voilà. On va arriver bientôt à la fin, les amis. Je prends une dernière question. Tu en as une courte? Enfin, une courte, tu sais pas. C'est avec moi qui le sais si la réponse est courte. Que pensez-vous de l'utilisation de l'huile palmiste? L'huile de palmiste, Ouais, oui, à 100% pour sa purification. C'est-à-dire que même les savons à 100%. À 100%, non, je conseille pas. Je conseille pas, déjà ça va tracer très très vite. De toute manière, je conseille toujours d'équilibrer des recettes. Les 100% quels qu'ils soient, c'est pas forcément ce que je conseille. Et après, c'est pas des huiles, c'est des huiles qui ont assez bon marché, mais c'est pas forcément des huiles qui ont des grandes qualités cosmétiques. Elles ont des qualités de texture dans le savon qui donnent du crémeux, qui durcit, etc. et qui sont pas très chères. Mais à 100%, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, je vous propose qu'on prenne ces dernières minutes, pour ceux que ça intéresse, pour répondre sur la formation pro. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter de moins 50% de remise. C'est énorme sur la formation Fabriquer son savon. Il y a 2 versions. Il y a la version de base et la version expert. La version expert, ça comprend tout ce qui est pâtisserie savonnerie. Donc les savons en forme de gâteau, vous savez, la poche à douille et tout ça. Et plein de techniques décoratives en plus. Il n'y a pas une grosse différence entre les prix. Si vous êtes fan de rajouter des petits décos, de faire des petits savons melt and pour, voilà, d'avoir plus de marbrage, parce que du coup, il y a plus de techniques décoratives. C'est 4 heures de plus de vidéos qui vous
qui vous apprennent à faire donc d'autres marbrages, d'autres comment décorer, et puis évidemment la pâtisserie-savonnerie. Donc si voilà, il y a 2 formules et vous avez moins 50% sur les 2, il n'y a pas de jaloux. Donc profitez-en, c'est accès à vie. On a des lives tous les mois et puis on a le groupe Facebook pour poser des questions. Et donc voilà. Après, pour la formation pro, il peut y avoir des financements extérieurs, mais pas de CPF, uniquement des OPCO, des choses comme ça. Donc, si vous êtes je sais pas, dans l'agriculture ou des choses comme ça, vous pouvez faire financer par des OPCO ou par votre employeur, par France Travail, c'est possible. Il faut nous envoyer un mail, mais pas le CPF. Fini le CPF. Donc, du coup, tu as des questions sur la formation pro. On va embrayer. Mais tu as répondu tout à l'heure déjà à ces questions. Mais j'ai une question sur la formation fabrication de savon. Ah, Donc, on alors revient. allons-y. Il y a une démonstration de la fabrication de savon ou c'est simplement des explications comme aujourd'hui? Alors, il y a 2 parties. Il y a toute une partie théorique et après il y a toute une partie, pratique. Donc il y a les 2. Il y a une grosse partie marbrage, hein, évidemment, puisque, voilà, vous connaissez quand même, mon attrait pour les marbrages de savon. Donc on est quand même la seule formation qui vous proposera autant de techniques et je pense faire partie quand même des plus experts dans le domaine. Donc du coup, il y a une grosse partie marbrage. Il y a aussi des savons unis. On commence avec les savons unis, puis après on finit avec les marbrages. Donc il y a les 2. Il y a de la pratique et il y a de la théorie. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et là, je vois une question d'Anita. La formation peut-elle être payée par tranche? Oui, on propose le paiement en 4 fois, mais attention, c'est que pour les pays de la zone Europe. Ça, c'est pas nous qui le faisons, hein, c'est Alma, c'est un organisme de financeurs. Hein, donc, eux, leur critère, c'est que la zone Europe pour en profiter. Donc vous pouvez le voir, vous pouvez, de toute façon, vous savez si vous êtes en Europe ou pas, hein. Sinon, je sais que j'ai des gens, par exemple, qui sont en Afrique, qui parfois, du coup, pour avoir le paiement en 4 fois, le font prendre par de la famille ou des amis, en France, ou en Europe et puis après qui s'arrangent, ça peut se faire aussi. Par contre, il faudra bien mettre votre mail à vous dans la commande pour recevoir les accès, vous-même. J'avais envoyé 2 questions par mail qui ne sont pas répondues. Alors, j'ai fait 1 page et demie et j'ai eu 3 pages de questions. Et encore il y a énormément de questions. J'ai eu plus d'une centaine de questions. Ça fait déjà 1 heure, donc mais je les garde, je les garde, hein. On refera des lives de temps en temps. Et puis n'hésitez pas surtout à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, c'est Flow Academy. Parce que je pense que pour des questions, il y en a certaines que j'ai reçues qui sont rapides, entre guillemets. Donc je pense que je ferai des petites stories ou des petits posts pour y répondre au cas par cas. Je suis très flattée d'avoir eu autant de réponses, donc vraiment merci beaucoup. Mais un live de 3 heures, ça va être compliqué là. Pour moi, pour mon cerveau, et puis pour vous aussi, et puis même les gens qui regardent en replay, ça fait vraiment long. Si c'est urgent, on peut aussi m'envoyer un mail. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je pense que on va faire pas mal d'autres vidéos. Il y en a un bon paquet. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ma chaîne, mais en tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube Flow Academy. Vous pouvez aussi me voir si vous êtes intéressé par le pro sur la chaîne Flow la savonnerie. Il y a les 2. Et puis, de toute façon, comme ça vous permettra aussi de voir les autres contenus, les autres vidéos qu'on fait. Et peut-être que je ferai des questions-réponses, du coup, pas forcément en live, mais en vidéo. Ça pourra me prendre un peu plus de temps d'illustrer tout ça que en live. Est-ce que tu as, Ilona, une question sur la formation pro ou pas? J'en ai une, mais c'est pour être pris en charge par Vivea, mais je crois que tu as déjà Oui. répondu. Donc, Vivea, c'est possible. Vous nous envoyez un mail. Tiens, mets le mail dans le chat. C'est Flow Savonnerie. Point. Flow Savonnerie, tout Ouais, attaché. tout à fait. @gmail.com. Vous nous envoyez un mail. Et puis s'il y a d'autres questions, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le chat, hein, vous pouvez nous envoyer un mail aussi. Pas de souci.
Donc, c'était tout finalement. Tu n'avais pas des questions alors? J'avais pas beaucoup de questions, mais tu avais déjà répondu en fait. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Donc, je n'ai pas pu. Bon, bah écoutez, les amis, merci beaucoup. Je n'oublie pas toutes les questions que j'ai reçues, promis. Mais il y en a aussi en plus qui demandent vraiment des explications un petit peu longues. Je décroche et je regarde un petit peu les derniers commentaires, voir, hop, avant de vous dire au revoir. On a beaucoup de remerciements. Et je vous montrerai mon petite assistante du jour. Et merci pour le live et pour les infos. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu vos commentaires en direct parce que je voulais me concentrer sur répondre à vos questions. Donc, je prends 5 minutes pour le faire. Merci Flo, c'était super à refaire. Merci également à Ilona. Sylvie, merci pour ce moment. C'est toujours un bonheur. Merci pour ce live et les infos. Merci pour cet agréable live. Avec plaisir. Je suis ravie que vous ayez passé un bon moment. Nous aussi. Ça passe très vite le temps. Je ne suis pas capable d'avoir affiché votre lien pour le rabais. On va le rajouter dans la description et vous l'aurez aussi par mail. On va vous l'envoyer par mail demain, je crois, ou ce soir. Je sais plus. On voit encore une fois. Ouais. Faut que vous l'ayez encore, mais oui, il est épinglé. Merci pour ce live. Bah, merci Solange d'avoir été présente. Je fais un petit tour rapido. Normalement, tu as cliqué sur le lien, ça fonctionne ou pas? Le lien, je pense qu'il faut qu'il le copie-colle en fait. Ce lien-là. Mais dans le chat message, aussi. en fait, il n'est pas. Ah si, mais c'est parce qu'en fait, faut accéder, faire retour. Je peux pas faire retour. Bah, revenir à YouTube, clique. En fait, quand vous cliquez sur le lien, il y a accéder au site ou revenir à YouTube. Ah oui, mais parce que là, du coup, vous avez tout quitté. Mais je vous le remets en description, promis, dans le replay, vous le recevrez par mail. Mais pourtant, là, tu vois, il est bien bleu. Tu vois, là, dans le chat, il est bien bleu. Donc il est cliquable. Je pense qu'il y a des... peut-être c'est la différence, c'est sur mobile et sur ordinateur. Ça vient peut-être de là. J'espère que normalement les messages dans le chat vont rester dans le replay. Je vais essayer de faire en sorte que, et comme ça je pourrai vraiment tout lire à tête reposée. Et puis n'hésitez pas à me remettre des petits commentaires après. Du coup, je vous remercie beaucoup. Je ne sais même pas comment quitter, vous dire. Je pense qu'il y a une petite croix en haut. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais il est temps que ça s'arrête parce que vous voyez, j'arrive même plus à réfléchir. Je vous remercie beaucoup. On vous fait plein de bisous. On vous souhaite de beaux savons. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre à la formation. On est promis, on est super gentils et on vous aidera. Bye bye, à plus.